Vous avez vécu en direct les débuts de la CECA. J'aimerais que vous racontiez un peu comment vous avez ressenti ça et comment fonctionnait la presse à ce moment-là. À Luxembourg, où s'installe la haute autorité, déjà c'est quelque chose d'un peu particulier, hein, car la déclaration Schuman, à mes yeux, a quand même de grands mérites, dans ce sens que c'est un texte qui a des aspects politiques très importants, parce qu'il y a un objectif, aller vers la fédération européenne. Mais commencer par des petits pas, donc on n'oppose pas un grand projet politique aux petits pas. Quelquefois, on a des colloques là-dessus. Faut-il faire des petits pas ou avoir un grand projet? Mon capitaine, les deux. Bon. Alors, cette relation des débuts de la CECA à Luxembourg, à laquelle moi je n'ai pas participé parce que je n'étais pas à Luxembourg, mais que j'ai pu reconstituer après, quand j'y suis arrivé, c'est que c'était assez modeste. Hein. Il y avait l'agence France Presse, il y avait Reuters, enfin il y avait les principales agences de presse, parce que quand même le Grand-Duché de Luxembourg est une capitale d'un État modeste, mais enfin quand même. Et il avait, appelons ça comme ça, une coloration assez technique, puisqu'il s'agissait de charbon et d'acier, c'est très important, surtout qu'à ce moment-là, c'est deux grandes ressources. C'est quand même pour l'économie quelque chose de fondamental. Mais on ne peut pas dire qu'il y a ni un grand afflux de journalistes, ni de grandes opérations de presse. Ce qui fait que lorsque l'ACK qui se développe, à un moment donné, voit arriver, et Jacques Rabier y réfléchissait notamment, puisqu'il était le chef du service de presse à Luxembourg, Jacques Rabier, quand le traité de Rome est signé au mois de mars 1957, il se dit, bah, on va être à 3 maintenant. Nous, à Luxembourg, charbon-acier, quand même relativement limité, et puis on ne sait pas où, puisque le problème du siège et de la capitale n'était pas décidé à ce moment-là. Enfin, à Bruxelles s'est installée la communauté économique européenne, qu'on a appelée pour faire court le marché commun, présidée par le professeur Hallstein, allemand, et Euratom, qui était donc le problème du nucléaire pacifique, avec Louis Armand, un Français, ensuite Étienne Hirsch. Donc Jacques Rabier, qui réfléchit à ces perspectives, nous devrons désormais expliquer à la presse tout ce qui est à la fois dans une continuité politique, puisque la déclaration Schuman est la matrice de quelque chose de politique, en commençant par les petits pas du charbon et de l'acier, et le traité de Rome ouvre très largement tout le champ commercial, économique, enfin on ne va pas paraphraser tout le traité de Rome. Donc ça va être très large. Il faudra expliquer à la fois la continuité et la chose nouvelle qui va naître, c'était à Bruxelles. Bon, on va faire quoi? Et alors c'est là où il a eu cette idée qu'on va commencer, parce qu'il avait un collaborateur surtout pour les milieux syndicats, puisque le charbon et l'acier quand même est fortement marqué par l'action des syndicats. Les patrons ont eux-mêmes assez de moyens pour se débrouiller, pour faire de l'information. Donc, il se dit, les milieux, il faut s'ouvrir vers l'université, vers l'éducation, la jeunesse, etc. Et on va recruter quelqu'un. Journal officiel, etc. Et il se souvient tout d'un coup du journaliste qui écrivait dans Le Monde, Paul Kollewald, et je ne sais plus de quel, est-ce que c'était un télégramme ou autre chose, il m'alerte pour dire, voilà, il y a un concours, est-ce que ça vous intéresse? Je me suis présenté, bon, après quelques péripéties, je suis à Luxembourg, et je commence une action vers ces milieux. Donc tout à fait nouveau, il fallait avoir les contacts avec les syndicats étudiants, etc., avec l'université, tout ça se met en marche. Et alors arrive, alors je dis à Jacques Rabier, qui sait
que je suis un ancien journaliste, il faut créer un événement, etc. Il va y avoir le premier baccalauréat européen. Ah bon, oui, il y a des écoles européennes, il y a un baccalauréat européen, mais c'est tout à fait nouveau ça pour ce monde de l'éducation. Et puis c'est la jeunesse, et puis c'est l'avenir. Alors il écrit à Pierre Lazareff, peut-être que vous avez encore des souvenirs sur la fameuse émission française, 5 colonnes à la une. C'était la grande émission, 5 colonnes à la une, Pierre Lazareff et tout ça. Pour dire, voilà, il y a un événement. Il écrit à Boris Siegel, qui est le patron d'Europe numéro 1, en se disant, puisque la station s'appelle Europe numéro 1, et ça doit les intéresser. Pas de réponse. Et il me dit ça un beau matin, en me disant, bon, c'est embêtant. J'ai dit, écoutez, le mieux, vous m'envoyez en mission de 48 heures à Paris, je vais voir ça. À Paris, je n'ai pas été reçu par Pierre Lazareff, mais par Eliane Victor, si ça vous dit quelque chose, qui était le bras droit de Pierre Lazareff. Je lui explique. Elle dit, ah ben oui, en effet, ça vaut la peine. Donc, nous créons l'événement avec 5 colonnes à la une pour le premier baccalauréat européen. Je vous cite ça, c'est de l'anecdote, mais quand même pour dire qu'on n'était pas nuls quand même. Hein. Et alors Maurice Siegel, je me souviendrai toujours, il était de taille assez petite, il avait un immense bureau. J'arrive chez lui, j'ai dit voilà, mon directeur, M. Rabier, vous a envoyé un dossier, c'est quand même très nouveau, etc. Il était là, il dit écoutez, dites-moi en 3 minutes de quoi il s'agit. Oui, le dossier, oui. J'arrive à le convaincre, et il m'envoie son reporter, etc. Donc on a vraiment mis en marche là quelque chose de nouveau pour montrer que Luxembourg, ça n'est plus l'équation égale charbon-acier, mais que ça s'inscrit dans des perspectives et que ça s'ouvre. Donc il y a un champ nouveau là qui s'ouvre. Et à partir de ce moment-là, un service de presse unifié réunit les divers organes. Ah, alors là, c'est un problème assez compliqué parce que il y a 3 exécutifs. C'était le vocabulaire de l'époque. Hein, les 3 exécutifs, charbon-acier, donc la CK à Luxembourg, et à Bruxelles s'était installé le marché commun et l'Euratom. Chacun a sa spécificité. Ce sont des traités qui donnent des moyens et des objectifs à ces 6 pays qui vont marcher ensemble. Donc, on se dit, il faut un porte-parole, un service de presse pour chaque exécutif. Ah bah oui, en effet, il faut faire le point de presse, comme on dit, le briefing. Hein. Oui, mais il y a des problèmes quand même techniques, il y a des problèmes, je ne sais pas, de publier des brochures, de faire un film, hein, ou des diapositives, qui relèveraient quand même d'une bonne gestion en ayant un service commun. Vous venez de prononcer le mot, un service commun. Et donc, la première année, 58-59, on met en marche un dispositif en 4 colonnes pour la répartition du budget, le début d'un service commun, un porte-parole de la CK, un porte-parole du marché commun et un porte-parole d'Euratom. Et voilà, c'est parti. Alors, les choses se mettent en marche. Et bon, à Luxembourg, où j'étais, arrive un coup de téléphone un jour où on dit, ben voilà, M. Marjolin, le vice-président de la commission Hallstein à Bruxelles, voudrait reprendre contact avec Paul Kollewald parce qu'on est en train d'organiser le service de presse à Bruxelles. Ce qui fait que, selon la boutade, quelquefois Jacques Rabier a ses boutades, que successivement, il disait « Je n'ai pas mis Kollewald au monde, je l'ai pris au monde, et ensuite Marjolin me l'a arraché. » Donc je suis parti pour Bruxelles pour prendre place dans l'équipe du service de presse de la commission Hallstein, dont Marjolin était le vice-président.
Et c'est là où, pendant le mandat de Robert Marjolin, qui a eu comme successeur Raymond Barre, j'étais le porte-parole de Raymond Barre. Donc je suis passé, si vous voulez, d'une institution d'origine, la CECA, aux nouvelles institutions, ce qui fait que dans tout ce parcours, effectivement, j'ai eu l'occasion d'avoir mes anciens collègues comme partenaires quotidiens dans le point de presse, et ce qui a fait que j'ai rencontré les premiers journalistes suisses. Ils n'étaient pas nombreux au début. Moi, je me souviens très bien, c'était Jörg Thalmann, qui a été pendant de longues années, et d'après mes souvenirs, il a donné ses archives à la Fondation. Voilà, un peu rapidement évoquer ces problèmes. Est-ce qu'il y avait des communiqués de presse communs entre les trois organismes? Très peu. Quand il y avait à célébrer, j'allais dire, quelque chose de nouveau, ou le premier anniversaire, etc., oui, il y avait un communiqué. Mais sinon, chaque porte-parole avait à couvrir l'actualité de son exécutif, et chacun avait donc à parler soit du charbon d'acier, soit du nucléaire civil, soit de mettre en marche cet immense, comment dirais-je, dispositif économique et commercial que devait représenter le marché commun. Est-ce que vous avez le sentiment que les affaires européennes, de manière générale, sont bien relayées par les médias? Et est-ce que, au fond, le travail qui a été fait par vous et par les divers organismes au cours des années a continué à être suivi? Est-ce qu'au fond, il y a une continuité dans l'information qui s'est bien relayée? Écoutez, les événements, depuis les origines que nous évoquons rapidement jusqu'à nos jours, ont fait que vous avez des séquences bouleversantes. Nous avons eu 4 crises. Nous avons eu la CED, nous avons eu la chaise vide, sur le plan interne, institutionnel. Nous avons eu les élargissements, nous avons eu un référendum, nous avons eu Maastricht, etc. Donc on s'est trouvé dans des situations très différentes où on s'apercevait que les médias avaient un rôle évident dans une démocratie pour expliquer aux citoyens de quoi s'agit-il, etc. Mais le fait que, au sens propre du terme, la Commission, elle n'a pas de radio. Elle n'est pas. Il y a quand même des services publics dans nos différents pays. Bon, il y a aussi, je prends la France, vous avez le service public de 3 chaînes, puis vous avez TF1 qui est la chaîne privée. Mais le service public, ça existe, c'est financé par l'État, etc. Donc, vous avez quand même un certain nombre de choses qui se font encadrées et avec des moyens et puis des objectifs parfaitement définissables. La presse est libre, en démocratie certainement, mais ce sont quand même des journaux qui prennent parti sur un certain nombre de problèmes politiques, et notamment européens. La Commission, elle, a des moyens indirects. Elle peut favoriser les services à donner aux journalistes. Et j'ai connu ça dans mes différentes responsabilités, où progressivement, on a eu des possibilités d'un quart, où nous avions un quart avec une régie qui allait à Bruxelles relayer des séquences du Parlement européen. Vous voyez, donc on met à la disposition. La Commission, elle, a des studios. Elle met à la disposition. Mais elle n'a pas un journal, elle n'a pas une télévision, etc. Et Euronews aujourd'hui? Euronews, est-ce que c'est un organe? Alors j'y arrive. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que ça serait quand même utile d'avoir des instruments un peu plus directs. Et la prise de conscience, elle s'est faite successivement au Parlement européen. Je me souviens très bien au début des années 80. 81, c'est la nouvelle commission Gaston Thorn. Bon. Il y a là un rapporteur au sein du Parlement européen. Il y a des rapports, donc il y a un rapporteur. C'était un
un Allemand, je crois, qui avait des formations d'origine d'ingénieur ou quelque chose. On lui confie un rapport sur l'information désormais, parce que le Parlement européen se sentait une forme d'obligation de donner un élan à tout ça. Il venait d'être élu au suffrage universel en juillet 1979. Donc vous avez dans la foulée des parlementaires qui se disent « bon, il faut y aller », etc. Et ce rapporteur découvre deux choses. Un, qu'on est dans une grande transformation technologique. Les satellites, etc., etc. Des nouveaux moyens absolument inconnus. Des possibilités. Et en même temps, les sondages montrent que les citoyens européens ne sont pas tellement bien informés, qu'il y a la presse écrite, etc. Et que les perspectives d'avenir avec ces nouveaux moyens vont donner du coup la possibilité d'atteindre par la télévision et par toutes sortes d'autres moyens mieux les citoyens et leur expliquer les objectifs de l'Europe, etc. Cette impulsion est donnée, donc on a une séquence qui finit par mettre en marche, vous savez, c'est le temps long avec les gouvernements. On arrive à 89, en 89, vous voyez, avec les assises de l'audiovisuel à Paris. Le gouvernement français non seulement s'y intéresse, mais co-organise cela avec la Commission. Le président de la République, Mitterrand, se déplace. Jacques Delors, président de la Commission, se déplace. Les assises de l'audiovisuel en octobre 89, juste avant la chute du mur. Et on se dit, il y a eu déjà une tentative qui n'a pas marché à Hilversum entre les radios-télévisions. L'UER, qui a son siège à Genève, l'Union européenne de radio-télévision, a beaucoup poussé à cette collaboration, puisque techniquement, ils sont tout le temps dans les échanges. Hein. Oui, mais il faut franchir une étape supérieure, avec des éléments marqués d'une manière plus européenne. Et alors on discute là, en octobre 89, c'est le balbutiement de ce qui va devenir Euronews. Et vous avez donc là aussi 2-3 ans, et vous avez la naissance à 1 an près, en 92 de Arte, qui est une première tentative franco-allemande, Arte, et en 93, Euronews s'installe à Écully, près de Lyon. Et Euronews, en effet, a démarré avec essentiellement la coopération entre des télévisions publiques. Ensuite, Euronews a signé une convention avec la Commission, qui finance une partie parfaitement identifiable, etc. Donc, la réponse, effectivement, Euronews, c'est au fond une prise de conscience toujours autour des années 90, etc., avec la guerre du Golfe et tout ça. On se dit, mais l'exclusivité des images que nous voyons chaque soir défiler en boucle, mais c'est la CNN. Pourquoi l'Europe n'a pas une voix, une image? Et donc tout ça a mis en marche, et c'est devenu, en effet, une forme de réponse encore imparfaite à cette approche européenne. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous regardez ce développement de l'information, que le public européen aujourd'hui est bien renseigné? Est-ce que par exemple par Euronews et d'autres organes de presse de ce type-là, on peut savoir assez correctement ce qui se passe dans la construction de l'Union européenne actuelle? On peut savoir un certain nombre de choses, mais vous savez aussi bien que moi que l'irruption d'Internet et désormais avec toutes les possibilités des réseaux sociaux, de Facebook, de YouTube, enfin de tous ces éléments nouveaux, le paysage a changé. Ce qui fait qu'avec, d'une part, la crise dans la presse écrite,
Et l'irruption de ces nouveaux moyens, le citoyen, le lecteur d'autrefois, enfin, ce n'est pas le requiem de la presse écrite que je vais dire, mais il y a de moins en moins de lecteurs. Donc vous avez, à un moment donné, la possibilité d'autrefois de mettre en présence d'une page ou de 2 pages un dossier où, dans la mesure où le citoyen était intéressé à ces problèmes, pour essayer de les comprendre, éventuellement avec l'arrivée des élections, pour essayer de dire mais je vais voter pour qui, etc. Ce moyen de la presse écrite, évidemment il existe toujours. Au kiosque, je sais qu'il existe encore des journaux et des quotidiens. Mais toute l'irruption des autres moyens font que, actuellement, ces autres moyens, moi je suis un peu effrayé. Vous avez l'irruption, vous ouvrez votre ordinateur, votre tablette, hein, vous avez l'écran, et vous avez beaucoup plus d'informations quantitatives, et vous vous dites je suis mieux informé, et finalement vous avez un télescopage d'informations qui font que vous ne savez plus très bien. Vous ne savez plus très bien. Vous ne pouvez pas réfléchir là-dessus. L'actualité chasse l'actualité. Et alors si vous entrez dans ce dispositif, vous avez tout de suite après les commentaires, les insultes. Et plus c'est fort, mieux ça vaut, parce qu'on peut être repris le lendemain quand même par une petite phrase dans un journal. Donc nous sommes dans un univers bouleversé, ce qui fait que votre question en 2014 est très préoccupante, parce que les moyens et la volonté éventuelle du citoyen pour comprendre je vis dans quel monde, on fait quoi, on a des élections, ah bon, mais je dois me déterminer par rapport à quoi? En plus, il y a le chômage, il est fatigué. Donc moi, je suis inquiet sur l'état, non seulement de la connaissance brute des choses, mais du quoi s'agit-il? Du quoi s'agit-il? Dans quelle société? Comment allons-nous vivre ensemble? Avons-nous des projets et lesquels? C'est assez fondamental quand même pour vivre en société. Et là, je crains que nous sommes dans une espèce de flou et de rush. Vous voyez? Enfin, c'est ce que je ressens, moi. C'est pas pour dire qu'autrefois c'était meilleur, c'est pas ça mon problème. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que les médias contribuent à créer un espace public européen, une opinion publique européenne, un sentiment d'appartenance, un esprit citoyen? Je réponds, il devrait. Il devrait. Mais de ce que vous constatez, quand vous lisez la presse en général? Moi, je vois le décalage qu'il y a désormais, pour les raisons qu'on vient d'évoquer rapidement, par rapport aussi à la conception au sein des institutions de participer à la création de cette prise de conscience européenne. Mais qui se désintéresse en premier? Est-ce que c'est... Parce qu'au fond, c'est un petit peu le cercle vicieux. Oui, oui. On a le sentiment que la population se désintéresse de plus en plus des questions européennes, et la presse suit ou précède ce désintérêt. Eh bien, comme vous le savez, la presse, c'est à la fois le miroir d'une société et c'est une caisse de résonance d'une société. Donc, vous voyez, ma réponse, ce n'est pas une réponse de Normand, mais... Ah, mais je comprends. Voilà. Voilà, on y est là. Mais est-ce que la presse devrait avoir, outre son rôle de miroir, celui de l'aiguillon de la pensée et des actions? Mais j'ai utilisé le mot devrait. Donc il y a un petit regret, non, là? On a parlé de Renews tout à l'heure, mais quels sont les autres médias européens qui existent? Et est-ce que ces médias peuvent jouer un rôle particulier, comme Quatrième Pouvoir, on en parlait, et peut-être s'unir ou faire un travail commun? Ce sont à l'heure actuelle, du point de vue de la collaboration, c'est en dehors de Euronews et sur le plan bilatéral, Arte, etc., il n'y a pas beaucoup d'expressions de ce type. Donc c'est chaque fois sur le national qu'il faut revenir. C'est national. Donc l'importance que nous avons rapidement touchée
de ce qui se fait dans chaque pays, adapté d'ailleurs à la psychologie ou à la politique de ce pays, il faudrait qu'on prenne un certain nombre d'initiatives, oui. Est-ce qu'il est important de donner dans les colonnes des journaux une place égale entre les partis adverses, même si l'une de ces parties a des positions extrémistes? Je formulais de cette façon un peu tranchante et provocatrice. Et provocatrice. Moi, a priori, je suis pour 2 colonnes. Moi, je suis a priori pour 2 colonnes. Mais avec des argumentaires. Avec des argumentaires. Or, c'est là où ma petite nostalgie, peut-être perçue sur la presse écrite, faisait que vous pouvez faire ça beaucoup plus facilement dans un journal. Tandis que vous faites un débat, hein, à la télévision ou sur YouTube, etc. À un moment donné, vous partez avec l'idée que vous avez un animateur qui va donner la parole, 20 secondes, 40 secondes, 20 secondes et tout ça. C'est égal, ça. Bon. Donc, vous partez dans une unité de temps que vous avez identifiée. Mais pendant que vous parlez de quoi? C'est le problème du contenu. Très rapidement, on quitte les arguments. Il y a une petite phrase. Il se fâche. Ses collaborateurs ont préparé des petites phrases pour qu'on les reprenne le lendemain dans les journaux. Il a en tête à quel moment va-t-il passer la petite phrase qui sera demain à la une des journaux. Éventuellement, on s'insulte pour faire sortir l'autre de ses gonds. Donc, vous voyez les limites que je mets à ce souhait. La plupart des questions dont nous parlons, notamment sur l'Europe, sont réellement complexes. Elles sont complexes. Vous devez avoir un minimum de temps et un peu de rationalité pour vous en expliquer. Et en face, vous avez la simplification. Il n'y a qu'à fermer les frontières, il n'y a qu'à. Il n'y a plus de problème d'immigration, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à. Vous voyez, c'est très difficile d'engager un vrai dialogue comme ça. Mais justement, oui. Comment faire? Est-ce que vous avez des idées sur la manière de lutter contre cette difficulté fondamentale? J'ai des idées, mais si je suis l'animateur d'une émission d'une chaîne française, etc., et qu'à un moment donné, j'ai Cohn-Bendit et Le Pen, sous prétexte d'égalité, je ne maîtrise pas le débat. Éventuellement, ça se passera bien, éventuellement, ils vont s'insulter. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je pousse sur un bouton, je coupe l'émission, ou quoi? Non, mais vous posez un problème, je le comprends très bien, mais je n'ai pas de remède absolu à ça. Vous êtes relativement optimiste quant à l'avenir de l'Europe, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire dans de cet entretien? J'ai la peau dure, je suis un Européen impatient, inquiet, mais pas résigné.